dans cette nouvelle séance de la séquence 1 de géographie de la classe de 4e intitulée « Les espaces et les paysages de l'urbanisation ». Aujourd'hui, nous allons prolonger nos deux études de cas consacrées à Mexico City et à Londres parce que nous allons mener une double étude ici au sujet de Mexico City comme de Londres, et nous allons voir que l'urbanisation rime avec la ségrégation sociale. La ségrégation sociale, je te le rappelle, c'est une forme de discrimination, et comme toute discrimination, elle est donc fondée sur le rejet d'une différence, sur le fait de rabaisser autrui, parce qu'il est différent par la richesse, autrement dit parce qu'il est plus pauvre que les autres. Et on va voir que aussi bien à Londres qu'à Mexico City, eh bien, la ségrégation urbaine est en marche, aussi bien dans une ville riche que dans une ville pauvre. Riches et pauvres ne vivent pas ensemble, même s'ils vivent côte à côte. Et dans un premier temps, nous allons découvrir comment Londres est une métropole toujours plus excluante, c'est-à-dire qui est dans une logique de chasser ses pauvres et de les éloigner de plus en plus du centre-ville et de la ville-centre vers la périphérie la plus lointaine de la couronne périurbaine. Déjà, il faut savoir que Londres fait partie de ce Gotha, de ce club très fermé, des métropoles, des mégapoles même les plus chères au monde. Et comme tu peux le voir sur ce document qui date de 2019, mais qui reste toujours d'actualité, et d'autant plus d'actualité par ces temps d'inflation, on voit que Londres est au 5e rang des villes les plus chères au monde au mètre carré pour ce qui concerne les locations ou les acquisitions, c'est-à-dire les achats de logements ou d'immobilier. Alors évidemment, Londres est bien meilleur marché qu'Hong Kong, c'est sûr, hein, presque 3 fois moins cher, 2 fois et demi moins cher au mètre carré, mais c'est quand même la ville la plus chère d'Europe avec Genève. Et Paris, à côté de cela, semble meilleur marché, même si les prix de l'immobilier parisien sont pourtant très élevés. Donc évidemment, pour les pauvres, ça va être bien plus difficile de se loger dans une ville considérée comme une des plus chères au monde. Et ce qui est vrai pour les particuliers, pour toi et moi, c'est aussi vrai, encore plus vrai pour les entreprises qui ont besoin de visibilité. Les grandes entreprises ont besoin d'être présentes dans les grandes villes globales, dans les grandes villes mondiales, comme peut l'être Londres. Et donc le fait d'avoir un bureau, une boutique, eh bien ça va coûter horriblement cher au budget de l'entreprise parce que comme tu peux le voir sur cet autre graphique, qui cette fois-ci est à l'échelle du continent européen, puisqu'on voit apparaître des villes comme Moscou, comme Oslo, qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui font quand même partie du continent européen, eh bien tu peux voir que c'est Londres qui présente les coûts les plus élevés pour ce qui concerne les loyers de bureaux, hein, et de très très loin, puisque 1 mètre carré loué dans le West End de Londres coûte 1669 €, enfin coûtait au moment du graphique du document 1669 €, c'est-à-dire quasiment 4 fois le prix de ce bureau
dans la capitale norvégienne Oslo, ou même chez les Écossais à Édimbourg. Et même si les gratte-ciel de la City sont beaucoup plus abordables que le West End, c'est-à-dire l'ouest de Londres, on est presque à 1000 € le mètre carré, et ça fait quand même très très cher, puisque ça fait quasiment un tiers plus cher, ou au moins un quart plus cher qu'à Paris par exemple, sur les prestigieux Champs-Élysées. Et donc on se rend compte que non seulement Londres est une ville qui est très chère pour les entreprises, mais que certains quartiers sont encore plus chers que la moyenne, qui est pourtant déjà extrêmement élevée. Et pour mieux encore se rendre compte du phénomène, eh bien, il suffit de se référer à la valeur immobilière des biens mis en vente sur Londres, à l'intérieur du Grand Londres, et on voit que d'après ce découpage en boroughs, c'est-à-dire, on va dire, c'est un peu l'équivalent des arrondissements pour la ville de Paris, eh bien, on se rend compte que la coupure entre quartiers peu chers, c'est-à-dire ceux aux couleurs les plus pâles, et quartiers au prix les plus élevés, les plus inaccessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire les quartiers en rouge brique, eh bien on voit que la logique n'est pas rive gauche, rive droite, puisqu'on trouve, même si les quartiers les plus chers, c'est-à-dire Westminster, Kensington, Chelsea et Camden, sont quand même sur la rive gauche, on voit qu'il y a aussi des quartiers qui sont quand même chers sur la rive droite de la Tamise. On voit bien que dans la moitié ouest de Londres, on a tendance à être plus cher que dans la moitié est, même si ce n'est pas totalement flagrant. Mais en fait, la vraie logique spatiale, c'est centre-périphérie. Plus on est au cœur du vieux Londres, c'est-à-dire le centre-ville de la ville-centre, autour de Big Ben, autour de la City, autour donc des quartiers les plus prestigieux, ben là les prix de l'immobilier s'envolent. Donc c'est sûr que les pauvres n'auront pas les moyens de s'y loger, mais même les classes moyennes d'ailleurs. Là c'est vraiment les quartiers pour les gens les plus riches. Et que par contre, quand on s'éloigne de ce centre, vers la périphérie ouest, comme à Ealing, ou vers la périphérie est, comme à Greenwich, qui a donné son nom d'ailleurs au fameux méridien zéro, qui coupe la planète en deux pour ce qui est de la longitude, et bien là, par contre, quand on est dans ces périphéries, on est dans des prix qui restent malgré tout élevés, mais qui sont tellement meilleur marché par rapport au centre-ville. Parce que dans le centre-ville de la ville-centre, ben là, on a affaire à des quartiers qui sont effectivement très riches, qui sont réservés aux classes sociales les plus fortunées. Et effectivement, si tu regardes cette photographie d'une des rues du quartier de Belgravia, au cœur de Londres, eh bien tu te rends compte que même si c'est un habitat assez dense, on n'a pas affaire à des HLM, hein, et on n'a pas non plus affaire à des logements vraiment miséreux, bien au contraire. Quand on voit les façades en pierre de taille, quand on voit les décorations, alors même si c'est du faux marbre, même si c'est du stuc, les décorations avec les colonnes encastrées en façade, avec des chapiteaux corinthiens qui rappellent les temples grecs de l'Antiquité, là, très clairement, on voit qu'on est chez les riches,
Il y a aussi une autre caractéristique qui prouve que ce quartier n'est que résidentiel, donc très calme, avec une ambiance feutrée qui va bien avec la richesse, c'est que au rez-de-chaussée, il n'y a aucun commerce. On est dans un quartier résidentiel pour gens très riches, c'est le quartier de Belgravia, avec des paysages qui sont donc très caractéristiques. Alors à côté de cela, on peut aussi vivre dans des logements un peu plus traditionnels, un peu moins prestigieux en façade, comme dans le quartier de Chelsea, qui reste toujours dans le centre-ville et qui a des allures de petit village, mais c'est un quartier qui est là encore, même si ce n'est pas des Rolls-Royce qui sont garés sur le trottoir, on a quand même affaire à un quartier pour gens aisés, peut-être un peu moins riches qu'à Belgravia, mais ce sont des gens aisés malgré tout qui vivent à Chelsea. Et d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que le club de foot de Chelsea, qui domine actuellement le championnat d'Angleterre, est un club considéré comme un club de bourgeois. Parce que les places, les abonnements à l'année pour les supporters sont très chers, et beaucoup plus chers par exemple que pour des clubs londoniens de Ligue 1 qui sont tout aussi londoniens, tout aussi prestigieux, mais beaucoup plus populaires comme Tottenham ou Arsenal, qui sont davantage des clubs ouvriers, enfin du moins à l'origine. Donc tu vois que les quartiers ne se ressemblent pas nécessairement, les paysages urbains ne sont pas les mêmes, mais là encore, l'absence notamment de commerce dans ces rues montre qu'on est dans ces quartiers résidentiels plutôt haut de gamme. Après, on peut se retrouver dans des quartiers qui au départ n'étaient pas des quartiers bourgeois, mais qui le sont devenus par la force des choses. Et c'est notamment le cas du quartier de Soho, qu'on pourrait croire sorti de New York, qui ressemble avec ses petits immeubles, parfois façade en briques, avec ces escaliers de secours en cas d'incendie qu'on jurait tout droit sortis du Bronx new-yorkais. Là, clairement, au départ, on n'a pas affaire à un quartier bourgeois, ça ne ressemble pas du tout à Belgravia ou à Chelsea. Mais en plus, il y a des boutiques au rez-de-chaussée, c'est un quartier beaucoup plus dynamique, mais c'est un quartier qui a été également gentrifié, qui a connu une certaine gentrification, parce que Soho, aujourd'hui, c'est le quartier un peu canaille pour les bourgeois qui veulent se la jouer, effectivement, un peu canaille, mais ça reste un quartier malgré tout. Alors certes, la drogue circule, d'autant plus qu'il y a des communautés d'artistes qui sont consommateurs effectivement de produits stupéfiants et qui s'en cachent pas, mais malgré tout le quartier de Soho est aujourd'hui un quartier embourgeoisé. Donc on a trois quartiers différents qui ne sont pas uniquement des quartiers résidentiels comme dans le cas de Soho, qui ne se ressemblent pas, mais qui ont quand même en commun d'accueillir aujourd'hui des gens riches ou du moins suffisamment aisés pour pouvoir vivre dans ces quartiers. Outre le fait d'abriter des populations riches, voire très riches, encore une fois, ces trois quartiers sont tous situés sur la rive gauche de la Tamise et sont situés à proximité immédiate du centre-ville historique ou pas, mais du centre-ville de Londres. À côté de ça, il y a aussi les pauvres. Et il y a certains quartiers qui, effectivement, ne sont pas du tout dans la même logique
aussi bien au niveau de la population que des activités, que des paysages urbains proposés par les quartiers. Et là, par exemple, je suis allé chercher sur un site de voyage. Effectivement, j'étais sûr que je trouverais très facilement de quoi te montrer qu'il y a des quartiers qui sont loin d'être attractifs, qui sont bien au contraire répulsifs, aussi bien pour les Londoniens que pour les touristes de passage. Hein, et tu vois, par exemple, je trouvais très facilement une rubrique, les pires quartiers de Londres que tu dois éviter. Et ce quartier, bon bah là on voit tout de suite que même s'il fait l'objet de réhabilitation, puisqu'on aperçoit à l'arrière-plan des échafaudages, bon, on voit quand même au premier plan qu'on a affaire à un habitat, alors qui est d'ailleurs en partie résidentiel seulement, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi probablement des traces d'activité industrielle. Là, sur la gauche, ça ressemble, sur la droite, pardon, ça ressemble quand même bien à une sorte de hangar. Bon, et on voit bien on est dans une logique plutôt d'habitat de type logements sociaux HLM. On voit que c'est un quartier qui est quand même pas très très bien tenu. Hein, à voir la quantité de graffitis sur les murs, on sent qu'on est dans un quartier qui n'est pas un quartier riche, un quartier bourgeois. Et on a une idée un peu de la localisation de ce quartier, puisqu'à l'arrière-plan, sur la gauche, tu aperçois ce qui doit être l'extrémité de ce que Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, appelait la Tour Eiffel de Londres, qui a été construite à Stratford à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres de 2012, juste à côté du stade olympique. Donc on est à proximité immédiate de Stratford, si on n'est pas d'ailleurs à Stratford, ça veut dire qu'on n'est plus dans le centre de Londres, on est déjà dans la banlieue, et on est surtout sur la rive gauche de la Tamise, mais on est dans le nord-est, c'est-à-dire dans les quartiers les plus défavorisés, les plus pauvres de Londres. Et quand je te disais qu'à Londres, riches et pauvres vivaient non pas ensemble, mais côte à côte, eh bien on en a l'illustration avec justement Tower Hamlets, qui est le quartier de l'Est londonien le plus défavorisé, non seulement de la ville, mais carrément de tout le pays. C'est là où on trouve les taux de chômage, de pauvreté et l'insécurité la plus importante du pays. Et là, il faut bien reconnaître que ça peut faire l'objet de photos étonnantes, mais que ce n'est pas un quartier qui va attirer les touristes. Mais à quelques centaines de mètres, à 1 kilomètre à vol d'oiseau, si on descend au sud vers la Tamise, eh bien, on tombe sur Canary Wharf, dont je t'ai déjà parlé, qui est l'extension de la City de Londres, avec son quartier complètement rénové, réhabilité, ses lofts réservés à une classe supérieure, du moins aisée, son centre commercial parmi les plus importants d'Europe, et donc on voit que la misère finalement se trouve quasiment voisine de la richesse. La carte du Grand Londres que je te propose est assez intéressante puisqu'elle nous montre deux informations. Elle nous permet de situer dans l'espace deux informations, à savoir où se situent les pauvres. Bon, ça c'était en 2010, ce sont les taches violettes. Alors que le gris c'est ce qui concerne la mégapole de Londres, hein, le Grand Londres urbanisé. Donc se superposent dessus les taches en violet, c'est-à-dire les quartiers cumulant les difficultés socio-économiques, comme il est expliqué pudiquement. C'est donc là où on trouve l'insécurité, la misère, le chômage. Et
les points noirs, ce sont les émeutes urbaines qui ont touché Londres, des émeutes un peu comparables à celles que la France a connues à l'été 2023, et qui ont donc pendant plusieurs jours fait la une de l'actualité, non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde, parce qu'on a vu des choses assez étonnantes, comme des boutiques pillées, des banques incendiées, des affrontements de rue entre la police et des émeutiers. Bon, et comme tu peux le constater, en règle générale, pas toujours, hein, mais en règle générale, les émeutes se sont déroulées dans les quartiers qui sont touchés par la pauvreté, hein, ça paraît quand même assez logique, et que ces quartiers sont aussi bien rive droite que rive gauche de la Tamise, plutôt d'ailleurs rive gauche, mais on les trouve surtout quand même au nord et à l'est de Londres, pas très loin finalement des quartiers riches, hein, de la City ou de Westminster. Les pauvres ne sont jamais très loin, du moins pour l'instant, parce que comme tu vas le voir avec la vidéo qui suit, les choses sont en train de changer. Parce qu'un mouvement de fond déjà initié avant les Jeux Olympiques de Londres 2012, mais qui va s'amplifier avec les chantiers des Jeux Olympiques, ce mouvement va s'amplifier, qui va consister à repousser toujours plus en périphérie aussi bien les pauvres que les classes moyennes. Et si tu te demandes ce que sont les classes moyennes, je peux t'en donner une définition qui n'est peut-être pas la plus scientifique, mais qui est très simple à comprendre et qui a le mérite de clarifier la situation. Les classes moyennes, ce sont les gens qui sont considérés comme trop pauvres pour être perçus comme des riches, mais qui sont considérés comme trop riches pour être perçus comme des pauvres. Donc c'est les gens qui sont en situation intermédiaire, quoi. Et pour finir, je te propose une carte, alors là qui est assez originale, qui est calquée sur les stations de métro de Londres, mais ce n'est pas le plan du métro de Londres qui m'intéresse, c'est que les chiffres qui sont inscrits à l'intérieur des cercles représentant les stations de Londres ne sont pas les numéros de la ligne, comme c'est le cas pour un plan de métro. Là, tu as l'espérance de vie des habitants du quartier autour des stations de métro, comme Marble Arch, Bond Street par exemple, ou Southwark. Bon. Et là, on se rend compte que dans cette ville riche d'un pays riche, eh bien, l'espérance de vie, elle est globalement élevée, mais qu'elle varie profondément d'un quartier à l'autre. Et selon la composition sociale de la population du quartier. Et si on prend par exemple, et ça c'est quand même un cas d'école, si on prend par exemple le tronçon de la ligne qui est en rouge, sur la rive gauche de la Tamise, entre Oxford Circus et Holborn. Entre Oxford Circus et Holborn, comme tu peux le voir, il n'y a que 2 stations. Donc on peut considérer que ce sont 2 quartiers de Londres qui sont quand même assez proches. Celui de l'ouest, Oxford Circus, c'est un quartier de riches. C'est même le quartier des plus riches. L'espérance de vie moyenne y est de 96 ans. Mais 2 stations plus à l'est, eh bien à Holborn, quartier très pauvre, l'espérance de vie est tombée à 79 ans. Ce qui veut dire que en 2 stations de métro, les gens qui habitent à Holborn ont perdu 17 années d'espérance de vie, et c'est évidemment pas uniquement dû à la pollution, hein. C'est quand même dû aussi aux conditions de vie. Et la station intermédiaire de Tottenham Court Road,
eh bien, on avait déjà perdu 11 ans d'espérance de vie. Donc on voit quand même que les inégalités sociales sont vraiment flagrantes, mais cette carte appartiendra peut-être au passé si les pauvres se retrouvent de plus en plus éloignés en périphérie. On retrouvera les quartiers à très basse espérance de vie aux extrémités des lignes, au terminus des lignes. C'est déjà un peu le cas si tu regardes en bas à droite, donc au sud-est du plan du métro, la station de métro de Beermans, on se retrouve à 79 ans seulement d'espérance de vie, mais c'est le cas aussi si tu regardes au nord-est, la station d'Angel, la station de Old Street, la station d'Hoxton. On a des valeurs qui sont beaucoup plus basses que dans le centre-ville de la City. Voilà. Et si tu veux t'en convaincre, tu n'as qu'à faire un copier-coller du lien que j'ai mis sur cette diapo, qui t'ouvrira une vidéo qui te montrera concrètement ces inégalités d'espérance de vie d'un quartier à l'autre de Londres.